Éric Chevalier, directeur du Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, est avec nous en direct. Bonjour. Bonjour. Avant de vous faire part des questions que se posent nos téléspectateurs, de ces Français qui vous regardent depuis l'étranger, le ministre Jean-Yves Le Drian appelle ces Français à faire preuve de patience et de sang-froid. Pour combien de temps, quand avez-vous pris conscience de leur désarroi, ces Français ? Bonjour. Écoutez, d'abord, que des gens soient inquiets à l'étranger, qu'ils soient dans des situations difficiles, que ça soit complexe, nous en sommes pleinement conscients. Nous avons ouvert depuis le 29 février une cellule de crise dédiée au sein du centre de crise à cette question du retour des Français qui le souhaiteraient. Il faut comprendre que c'est un nombre très important de Français qui sont concernés et ce n'est pas simplement un problème de nombre, c'est aussi évidemment un problème de logistique, notamment parce que dans de nombreux pays, et votre reportage le disait très bien, des décisions ont été prises par les autorités nationales, pas par la France, d'interrompre les liaisons. Et évidemment, tout ça nous met dans une situation collectivement, mais bien sûr les Français eux-mêmes et les Françaises qui sont concernés sur place, dans une situation difficile. Qu'est-ce que nous faisons depuis le 29 ? On fait trois choses en réalité. D'une part, on essaye de recenser l'ensemble des demandes. Nous le faisons avec l'ensemble de nos ambassades et consulats à l'étranger qui sont mobilisés jour et nuit. Nous le faisons aussi à Paris, ici au centre de crise, avec une réponse téléphonique dédiée. Ça, c'est la première chose. Nous essayons de recenser, de faire un état des lieux, qui a conduit à ce que le ministre puisse dire aujourd'hui, sur cette base, qu'il y a environ 130 000 Français qui sont concernés par ces blocages et ce souhait de retour. Par ailleurs, deuxième chose, nous essayons d'obtenir des autorités nationales la possibilité de lever temporairement l'interruption des vols pour que les vols puissent continuer à fonctionner. Et c'est aussi ce qu'a souligné votre reportage. Et puis, troisièmement, nous travaillons avec les compagnies aériennes, Air France, mais pas simplement Air France, pour essayer que des vols puissent effectivement avoir lieu dans un contexte, une fois, qui est très compliqué. Je vais vous donner un exemple qui est très parlant. Le Maroc. Vendredi dernier, c'est-à-dire il y a exactement une semaine, l'ambassade, les consulats, nous ici, avons fait l'évaluation qu'il y avait environ 20 000 Français qui étaient bloqués dans les différentes villes du Maroc. Au moment où la décision a été prise par les autorités marocaines d'interrompre les liaisons aériennes avec la France. Donc, logiquement, à partir de ce moment-là, tous ces 20 000 Français étaient bloqués puisqu'il n'y avait plus de vol du fait des décisions des autorités souveraines marocaines. Nous avons travaillé d'abord, et Jean-Yves Le Drian, le ministre lui-même, a demandé à 4 reprises à son homologue marocain de bien vouloir repousser progressivement ces délais. Nous avons remobilisé les compagnies aériennes françaises et nous avons essayé de recenser les besoins. Sur ces 20 000 Français, une semaine après, un millier restent sans retour à ce stade. Nous avons fait donc rentrer 19 000 Français depuis la semaine dernière, avec plus de 140 vols qui ont été organisés à notre demande, avec notre soutien, parfois un peu notre pression. Et donc, vous voyez qu'on a été loin d'être inactifs, mais je sais très bien que d'abord, c'est normal, les gens trouvent ça toujours trop long. Il en reste un petit nombre, mais tout de même, 19 000 sur les 20 000 sont rentrés en moins d'une semaine, alors que logiquement, si on s'était arrêté aux décisions des autorités marocaines, c'était terminé vendredi dernier, les gens restaient au Maroc. On va aborder les questions qu'ils se posent, ces Français, dans un instant, avec Chevalier, si vous le permettez. Mais dans le cadre de ces opérations de rapatriement que vous prévoyez, notamment avec Air France et les compagnies aériennes qu'ils souhaitent, le ministère l'indique, les billets seront à la charge des rapatriés, et ce, afin d'éviter la spéculation sur ces billets. Vous trouvez ça normal pour tous ceux qui ont vu leur vol annulé et non pas d'autres solutions ? Alors, la situation, c'est que ces Français qui sont partis, ils ont fait le choix de partir, avaient prévu de revenir. Ce n'est pas nous, État français, qui avons annulé ces vols. Ce n'est pas nous, État français, qui avons décidé de l'interruption des liaisons aériennes. Donc, il faut et il faudra que les Français qui ont vu leur vol annulé se retournent vers leur tour opérateur, vers leur compagnie aérienne, pour essayer de se faire rembourser. Et par ailleurs, effectivement, nous avons poussé à ce que des lignes puissent
être réaménagés. Et une nouvelle fois, c'est pas un projet dans le futur. Au Maroc, ça a déjà été fait et ça a fait une nouvelle fois 19 000 sur les 20 000 personnes concernées. Et nous avons demandé aux compagnies de modérer leurs prix. Et les compagnies l'ont fait, mais parfois, ça représente encore de l'argent, c'est clair. Mais une nouvelle fois, ce sont des personnes qui étaient bien destinées à revenir. Et je ne suis pas sûr que les contribuables français seraient tout à fait prêts à ce que l'État prenne en charge directement l'immense majorité de ces personnes qui étaient parties à l'étranger, et c'est leur décision, c'est leur choix, et qui avaient prévu de revenir aussi. Donc ce que nous avons fait, c'est de mettre à disposition des capacités. Pour ceux qui, dans l'immédiat, sont dépourvus de solutions d'hébergement, que propose la France? D'hébergement là où ils se trouvent, bien sûr. La France propose d'abord que ces touristes se retournent vers les personnes qui ont organisé leur voyage et qui sont logiquement assurées pour ce genre de situation. Évidemment, s'il y avait des cas très très particuliers, bien sûr, les ambassades et les consulats regarderaient ces situations, mais la question aujourd'hui, c'est effectivement d'offrir la possibilité pour les gens de revenir. Et c'est le cas. C'est parfois très compliqué. On parlait du Sénégal tout à l'heure. Il a été très compliqué, par exemple, tout à l'heure, de permettre que le vol d'Air France puisse aller jusqu'à Dakar. Il y avait plein de contraintes. Nous les avons levées en travaillant d'arrache-pied, y compris cette nuit. Le vol est parti il y a 2 heures pour Dakar. Tunisie, il y avait 10 000 Français bloqués il y a une semaine. Il y en a moins d'1 millier aujourd'hui. Il y en a plutôt quelques centaines. Et nous pensons que les derniers vols permettront de résoudre le problème. En tout cas, le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne lui annonce en tout cas un lancement d'une initiative pour mettre en relation les Français pour que ces touristes puissent être notamment hébergés par des Français expatriés qui se portent volontaires pour les accueillir notamment chez eux. Pour cela, eh bien, il suffit donc de se porter volontaire sur ce site sosuntoit.fr. Absolument, c'est à l'initiative effectivement du secrétaire d'État que cette initiative a été montée. Vous voyez qu'on essaye aussi de résoudre ou de contribuer à résoudre ces situations. Mais vous voyez bien à quel point cette épidémie, qui est une pandémie absolument sans équivalent depuis des décennies et des décennies, bouleverse la vie du monde, bouleverse la vie des Français sur le territoire national, on le voit bien, y compris parfois malheureusement en allant jusqu'au décès de personnes, dans des conditions qui sont compliquées aujourd'hui dans notre pays, dans le monde entier. Et oui, c'est vrai, et on le reconnaît bien évidemment, puisqu'on sera à la place des Français dans cette situation à l'étranger, on trouverait le temps long et on trouverait ça très compliqué, mais c'est une des conséquences de cette pandémie absolument exceptionnelle qui n'a jamais été depuis des décennies d'une telle nature. Alors Éric Chevalier, ils sont 6, enfin ils sont très nombreux en fait ces Français à nous avoir envoyé leurs témoignages, mais nous en avons retenu 6 dont nous souhaitons vous faire part pour vous interroger bien sûr et vous relayer donc les questions qu'ils se posent. Le premier témoignage, il nous vient de Didier qui est restaurateur, qui est actuellement bloqué à Bangkok en Thaïlande et voilà ce qu'il nous dit. En tant que Français résident à Bangkok, je suis comme beaucoup dans mon cas ici très inquiet de la tournure que prennent les événements. Avons-nous la garantie de pouvoir rentrer sur le territoire dans un futur proche? Alors ce Français réside à Bangkok, mais il souhaite pouvoir rentrer sur le territoire français dans un futur proche. Alors, 2 choses. D'abord, si la question est la garantie en droit de retour au sens de est-ce qu'il aura le droit de rentrer sur le territoire national, la réponse est évidemment oui. Vous savez qu'il y a eu des mesures fortes qui ont été prises au niveau des frontières extérieures de l'espace Schengen et plus largement de l'espace européen, pour qu'un certain nombre de restrictions soient apportées à l'entrée sur l'espace européen, mais pas évidemment pour les nationaux. Donc du point de vue du droit, cette personne a le droit de rentrer. Après, ce que nous disons, c'est une recommandation très claire qui a été émise. Quand je parle des 130 000 Français, je parle essentiellement de personnes qui étaient en voyage pour le tourisme ou d'affaires. Des touristes donc, oui, ou voyage d'affaires. Ou quelques hommes d'affaires. Ou quelques hommes et femmes d'affaires, enfin des personnes qui étaient en voyage d'affaires. Mais essentiellement des touristes. Si on parle de l'ensemble des Français résidant à l'étranger, on est à peu près entre 2,5 millions et 3 millions de personnes enregistrées dans les consulats et ambassades. Et en réalité, si on considère les personnes non enregistrées, on est plutôt du côté de 3,5 millions, 4 millions. Donc vous voyez l'ampleur du sujet. En plus, il y a une question sanitaire. Vous avez remarqué que pour des raisons
sanitaire de réduction de la production, la progression de l'épidémie, il a été décidé de réduire les contacts. Et donc, ce que nous avons dit, c'est qu'autant il est proposé aux Français, dans les conditions difficiles dans lesquelles on est, qui voyageaient de façon transitoire, d'essayer de rentrer, et nous essayons de les aider à rentrer, autant ceux qui sont résidents, sauf s'il y a des questions très particulières du point de vue sanitaire, à ce stade, il aurait plutôt conseillé, y compris pour elles et eux, de rester là où ils résident principalement. À ce stade, en tout cas, à l'exception de quelques situations sanitaires particulières. Voilà la réponse qu'on peut apporter à cette personne qui s'est posé la question. Autre question, celle-là d'Anthony, contrôleur de gestion et qui se trouve actuellement au Cameroun. Le Cameroun aurait interdit les sorties et mon vol de retour est annulé. Nous souhaitons simplement avoir par mail ou SMS la date de rapatriement 24 heures avant le départ, car nous ne sommes pas proches des aéroports. C'est effectivement la question de la logistique. Pour ceux dont des vols doivent être organisés dans l'urgence, ça a été le cas par exemple en Tunisie aujourd'hui, annoncé par l'ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d'Arvor, sur l'antenne de France 24. Il dit 5 avions sont affrétés, il faut les prendre tout de suite. Comment faire lorsqu'on n'est pas à proximité immédiate de l'aéroport et comment être sûr qu'on sera prévenu dans les temps ? Mais je veux qu'on soit quand même réaliste sur la situation. On comprend qu'il y a des questions logistiques sur place. Je voudrais quand même remettre en contexte et redire à quel point tout cela est une situation absolument inédite et exceptionnelle. Donc, quand il y a des vols que nous arrivons à maintenir, et une nouvelle fois, pour la Tunisie, c'est pareil. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, il y avait 10 000 Français en Tunisie bloqués. Notre conseil, évidemment, c'est plutôt de se rapprocher des capitales. Nous ne pouvons pas, à ce stade, compte tenu de la complexité, avoir une planification des vols à échéance très longue. Je vous redonnais l'exemple du Maroc, mais c'est pareil pour la Tunisie. Les interdictions, les interruptions de liaisons aériennes ont été décidées il y a déjà un certain nombre de jours et progressivement, avec un dialogue politique et diplomatique très complexe avec chacun des pays, on essaye de repousser, une fois qu'on a repoussé ce délai d'interruption des vols, on essaye de trouver des avions, on essaye de trouver des équipages. Tout ça est extrêmement compliqué. Donc nous sommes bien conscients que ce n'est pas facile sur le terrain, mais dans ces cas-là, il faut vraiment se rapprocher des aéroports, ou en tout cas des villes où sont les aéroports. On a des cas beaucoup plus complexes. Je vous cite par exemple le cas de Français, et nous le savons, qui sont dans une situation très compliquée à Cebu, c'est-à-dire aux Philippines, dans les îles assez éloignées de la capitale Manille. Il y a un nombre assez conséquent de Français qui étaient en tourisme là-bas. Nous essayons de trouver une solution. Là, on est encore sur des situations logistiques bien plus complexes. Donc, on est très conscient de ça. Vous savez, nous avons reçu au centre de crise, c'est très bien que vous nous fassiez part des 6 personnes qui ont des témoignages à apporter, des questions à poser. Nous avons ici, jour et nuit, un dispositif très important de réponse téléphonique. Nous avons ces questions des Français. Les ambassades et consulats les ont aussi. Nous essayons d'y répondre. Mais je ne vous dirai pas, et je comprends ça très bien, je ne vous dirai pas que c'est simple pour nos ressortissants, mais il faut bien comprendre, et c'est ça que disait le ministre aussi ce matin, même si c'est complexe, même si c'est frustrant, même si ça génère de la colère, et on peut le comprendre, malheureusement, il faut du temps et nous n'avons pas de visibilité parfaite sur une situation extraordinairement complexe. Je ne veux pas mentir aux Français, ça n'est pas vrai. On n'a pas un programme très simple sur les semaines à venir de l'ensemble des vols et des destinations que nous pouvons couvrir. Ça, je ne le dirai pas parce que ça n'est pas vrai. On est sur un travail en permanence, jour et nuit, pour essayer de répondre à ces besoins dans la mesure où nous pouvons le faire et au fur et à mesure. Nous évoquions il y a quelques minutes le cas du restaurateur français qui exerce son activité en Thaïlande. Cette fois, un entrepreneur, David, il est entrepreneur au Portugal, mais il est français. Comment seront indemnisés les entrepreneurs de l'étranger ? Et autre question, comment nous rendre aux côtés de nos personnes âgées ? On l'imagine en France. Nous devons recevoir des laissez-passer pour pouvoir assister nos anciens. Donc 2 questions en une. Est-ce que d'abord les entrepreneurs français basés à l'étranger seront indemnisés pour la perte d'activité, comme c'est le cas par exemple pour le chômage technique, pour les entrepreneurs ici en France ou pour les retards de cotisation, et puis également pour la possibilité pour eux de pouvoir se rendre cette fois en France pour se rapprocher de leurs aînés? Alors, d'une part, sur le sujet des indemnisations, je ne suis pas en mesure de vous répondre très précisément à ce stade, mais il y a eu une annonce très claire, vous l'avez entendu, du président de la République
et ensuite des différentes autorités, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, pour dire qu'il y aura un effort extrêmement massif de soutien à l'économie et aux acteurs de l'économie. Y compris lorsque ces acteurs exercent leur profession depuis l'étranger? Je ne sais pas vous répondre à cette question pour l'instant, mais c'est une question qui est travaillée, je sais, actuellement, mais je ne sais pas vous y répondre, pour être franc, à ce stade. Sur la question du Portugal et des vols, je vais vous donner un exemple qui est quand même illustratif, parce que parfois c'est plus compliqué qu'on le pense. On nous a signalé, à Porto, environ 500 personnes qui étaient bloquées. Les lignes étaient interrompues. Nous avons obtenu de pouvoir non seulement repousser cette interruption de ligne et de trouver un avion et un équipage. Et je voudrais saluer ici les équipages, les pilotes, les équipages navigants en cabine, de leur dévouement pour effectivement participer à cet énorme mouvement. Eh bien, nous avons trouvé un vol hier qui a permis d'aller logiquement répondre à cette demande des Français qui étaient bloqués, qui nous disaient « nous sommes bloqués ». Ce vol a été ouvert à la vente à des prix qui étaient au maximum de 300 € et qui au minimum étaient de 140 €. C'est une somme évidente, mais voilà, c'était en tout cas une réponse opérationnelle à cette demande de retour de nos concitoyens. Nous avons mobilisé un avion, un équipage, énormément d'efforts pour mettre en place cela, une discussion avec les autorités portugaises. Au retour du Portugal, le vol sur 140 places avec 46 passagers. Tout ça pour vous dire que c'est très compliqué et que c'est un peu dommage qu'effectivement nos concitoyens qui effectivement souhaitaient revenir vers le territoire national n'aient pas profité de cette opportunité qui était présentée. Je ne dis pas que c'était une somme tout à fait anodine, évidemment, mais compte tenu du contexte mondial aujourd'hui de cette épidémie, et une nouvelle fois, les personnes concernées peuvent aussi se tourner pour ce qui est le billet qui a été sans doute annulé pour eux de retour vers leur compagnie d'assurance, c'est dommage que cette occasion n'ait pas été saisie. Voilà, je vous donne toute la complexité pour qu'on soit très, voilà, vous voyez qu'on est... On mesure bien la complexité de la situation dans toutes ses nuances, croyez-le bien, Éric Chevalier. C'est une situation inédite en tout point, et ça, les médias le relaient d'ailleurs depuis le début de cette crise du coronavirus, on en a conscience. Le témoignage et la question au passage d'un chef d'entreprise français, cette fois résident au Cambodge, à Phnom Penh. Donc lui aussi réside à l'étranger, ce n'est pas un touriste, mais il est ressortissant français. Et voilà sa question, est-il prévu un rapatriement sanitaire pour les Français malades du Covid-19 en cas de saturation du système hospitalier local au Cambodge, donc on l'imagine dans son cas? Alors c'est évidemment une question très importante que nous suivons attentivement avec d'abord il y a une équipe médicale au centre de crise et de soutien très expérimentée. Il y a aussi évidemment le travail que nous faisons avec le ministère de la Santé en France. Nous suivons un certain nombre de cas de personnes qui sont effectivement positives au Covid-19 dans un certain nombre de pays. Nous suivons d'ailleurs cas par cas, individu par individu, pour celles et ceux évidemment dont nous sommes informés, mais nous avons, je crois, une information plutôt pas trop mauvaise. Tout dépend effectivement de la réalité, d'abord de la situation de la personne au regard de sa propre santé, en fonction ou pas d'existence de critères de vulnérabilité. Ça dépend aussi de la situation au regard de la capacité du système de santé local à faire face. Mais je peux vous dire que ce sont des sujets suivis et pris très au sérieux. Je n'irai pas dans le détail parce que ça dépend vraiment des situations, mais c'est un sujet que nous travaillons très très sérieusement et nous avons même un registre actuellement des cas qui nous sont signalés et nous travaillons vraiment en continu sur chacune de ces situations avec les ambassades et consulats sur place, mais en centralisation ici, pour voir quelle est la meilleure réponse à apporter pour les personnes. On termine avec les cas de 2 touristes en Inde qui finalement posent la question des tests ou analyses qui pourraient être menés à leur arrivée en France. La première, elle est signée Bénédicte, elle est guide touristique à Lille, elle est actuellement donc bloquée en Inde. Nous avons vu à la télé indienne que des prises de sang étaient réalisées à l'aéroport. Est-ce que ça concerne tout le monde et est-ce que ça peut remplacer la quatorzaine évidemment à l'arrivée en France? Et puis autre question proche, cette fois de Delphine, touriste dans la province du Kerala où on le sait un groupe de touristes est actuellement placé en quatorzaine. Voilà.
cela. Nous sommes bloqués avec un groupe d'Européens en Inde, pas le droit de sortir du centre où nous sommes depuis plusieurs jours. Quel dispositif est prévu? Point d'interrogation. Allons-nous rester en quarantaine ici et aussi en quarantaine en France si nous parvenons à rentrer? Autrement dit, pour ces personnes qui ont été testées ou placées en quatorzaine en réalité, là où elles se trouvent en Inde, auront-elles là aussi à faire face à une autre mesure de quatorzaine à leur arrivée sur le territoire français? Alors, là aussi, c'est un sujet complexe. D'abord, il faut bien comprendre que quand vous êtes sur un territoire d'un État étranger, vous êtes soumis aux lois de cet État étranger. Comme d'ailleurs, on ne comprendrait pas en France que des ressortissants étrangers ne respectent pas les règles qui sont les règles de droit sur notre territoire. Donc, il y a autant de règles et de décisions en matière de sanitaire, en matière de confinement ou pas confinement, en matière de prise en compte de ces sujets, qu'il n'y a de pays dans le monde. C'est bien qu'on soit clair là-dessus, et ce sont les pays qui décident, pas nous. Donc, ce que nous faisons dans ces cas-là, c'est que nous essayons d'avoir un dialogue avec les autorités pour essayer de prendre en compte la situation, mais nous ne sommes pas chez nous, et donc nous ne décidons pas à la place des Indiens en Inde ou à la place d'un autre pays, dans un autre pays. Merci. En revanche, Oui. ce que je peux vous dire, Oui. c'est que les recommandations, parce que là, évidemment, nous agissons au nom de la santé publique en France, sous le contrôle des règles et doctrines établies par le ministère de la Santé et par la Direction générale de la Santé en France, c'est que les personnes qui rentrent de l'étranger et qui seraient, mais comme un ressortissant français présent sur le territoire national ou même un ressortissant étranger présent sur le territoire national, respectent les règles de santé publique qui sont aujourd'hui celles qui s'appliquent à l'ensemble des personnes sur notre territoire, qui veut dire effectivement éviter au maximum les contacts, de surveiller sa santé, vérifier qu'on a des symptômes ou pas, si on a des symptômes en fonction de la gravité de ces symptômes, se tourner vers le système de santé, mais ça, c'est exactement la même situation que celle que vous et mise en quatorzaine à l'arrivée sur le territoire français? Non, pas de mise en quatorzaine, il n'y a pas de mise en quatorzaine, il y a des règles qui sont les règles qui s'appliquent, les recommandations du ministère de la Santé qui s'appliquent à tout le monde sur le territoire national. Vous savez que nous sommes un pays désormais où le virus circule activement et on en est malheureusement tous et toutes bien conscients. Donc les règles de confinement qui qui s'appliquent. Les gens qui arrivent d'un pays étranger seront soumis aux règles qui sont les règles qui s'appliquent à l'ensemble des ressortissants présents, français ou pas français d'ailleurs, sur le territoire national. Règles de confinement. Donc merci beaucoup, voilà. Éric Chevalier, directeur du Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous nous avez consacré près d'une demi-heure. Merci de l'avoir fait pour répondre à certaines des questions que se posent les Français qui nous regardent de par le monde. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Nous espérons avoir répondu à l'essentiel de vos préoccupations. Mais on le sait, nous sommes face à une crise inédite et on a encore beaucoup de questions à se poser. En tout cas, France 24 tente comme elle le peut de couvrir au mieux cette crise et de vous apporter ces réponses aux questions que vous vous posez. Restez avec nous.